Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Ça faisait longtemps, vidéo, conseil de lecture. Ça faisait longtemps parce que d'une part, quand vous écrivez, et j'écris beaucoup ces derniers temps, c'est bien, vous avez moins le temps de lire, et parfois vous lisez de la merde. Et donc, comme Jean-Pierre Coff qui disait c'est de la merde, ou Jean-Michel Coff, ou en tout cas, il disait, il critiquait la nourriture moderne, et c'est très bien. Et donc, parfois vous n'avez pas suffisamment de livres pour en parler. Alors aujourd'hui, en revanche, il y en a beaucoup parce que j'ai accumulé peut-être sur presque un an beaucoup de livres. Alors nous avons des romans, nous avons des magazines, nous avons des livres d'analyse de la situation moderne, actuelle, des livres euh, des manuels et quelques livres d'histoire. Donc il y a pas mal de choses, donc asseyez-vous, ça va être longtemps. Je vous rappelle, voilà, vous pouvez, si des livres vous intéressent, vous pouvez stopper la vidéo, prendre les références et les noter pour les acheter. Et puis peut-être que quelqu'un d'entre vous, toujours, il y a des bénévoles qui font le travail, et à ce moment-là, je le mets sous la description, de manière à ce que vous puissiez avoir en un seul lien, en un seul clic, le lien vers l'endroit où vous pouvez trouver ces livres. Alors, avant de parler de livres, on va parler de magazines. La Foria existe toujours. Elle a subi une tentative pas très subtile, mais enfin détournée de censure de la part de l'État français en France. Et c'est donc intolérable, d'autant que c'est tout à fait drôle. Là, il parle des bronzés qui font du ski. C'est tout à fait une critique sanguine et insolente de toutes les merdes qui gouvernent le système actuel, hein, de la gauchiste à la racaille, aux escrocs en haut, en bas et en travers. Toujours illustré par notre ami Marceau et avec des contributeurs de plus en plus nombreux et de plus en plus éclectiques, ce qui est tout à fait sympa. Donc la Foria, abonnez-vous ou achetez juste un numéro pour les soutenir. Ça vaut toujours la peine. Donc ça, c'était rapide, mais nécessaire. Alors, les romans d'abord, parce que parfois j'essaye de reprendre à lire des romans. Alors, voilà, c'est inégal. J'ai une vitesse d'écriture. Alors, bon, plus rapidement, alors, Christian Combaz, que j'avais interviewé et qui a cette chronique Campagnol, Légende Campagnol, Campagnol TV, a écrit 2 livres ces derniers temps qui se suivent, qui reprennent un peu les personnages de sa chronique que vous connaissez sans doute, et ils racontent leurs dialogues, leurs vicissitudes, et c'est un art, par le roman, de passer Alors, je ne sais pas si ces personnages sont vrais, ou complètement fictif, ou un mélange des deux, probablement un mélange de la réalité, de là où il habite, et de la région, et des gens qu'il rencontre, et de ses amis. Mais Christian Combaz nous parle dans ses romans, par des dialogues, notamment au bistrot, entre personnages, il fait le commentaire de la société, du gouvernement, de notre situation actuelle, et donc c'est toujours très drôle. Et donc je vous conseille ces 2 romans, Légende Campagnol et Rebarbe à Campagnol. Ils sont très drôles à lire. Je vous les conseille. Plus dans le... J'ai interviewé l'auteur, Jérémy Berriot, Potion magique. C'est un livre plus, on va dire, ce n'est plus au bistrot, mais c'est dans la capitale. Et ce livre m'a fait beaucoup rire. Ce livre est incisif, ironique, méchant, j'adore, du début à la fin. En plus, en sachant que l'auteur est quelqu'un de très, très aimable, très gentil, mais voilà, il a une plume acérée. On parle de transgenre, on parle de sexe, on parle d'extermination de la population, on parle de vaccination massive et obligatoire. On va parler de comment l'insurrection se met en place. Ce livre qui raconte des histoires loufoques qui s'entrelacent les unes aux autres, entre des présidents homosexuels amateurs de migrants cannibales, de pères de famille mobés et harcelés au bureau euh, euh, par des chefs veules, faibles, et donc qui font une grande carrière. On va parler de psychiatres folles qui
envoie des jeunes à tour de bras se faire mutiler pour changer de sexe. Bref, toute la société moderne décadente, parisienne en l'occurrence, mais euh, voilà, de l'Occident mourant, dégueulasse, est là. Il ne manque plus que Epstein. Mais à part ça, quoique, il y a des histoires, il y a des parties fines, des balais roses, comme on disait dans le temps. Et ce qui est marrant, c'est un des chapitres dans ce livre est presque, pas mot pour mot, mais il ressemble à une des petites histoires que j'ai écrites dans Survivre à la peur, tome 1, les histoires de fin de chapitre. Et évidemment, les livres sont sortis en même temps et tout ça, y a pas, mais c'est évident qu'on est en train de penser, il y a des gens qui pensent de la même manière sur comment on va sortir de cette merde. Je vous conseille chaleureusement Potion magique de Jérémy Berriot, un livre très très drôle à lire, perspective libre, très très bien. Livre survivaliste, Ceux qui restent, par Bastior Etzner, bref, l'effondrement. Il a une chaîne YouTube qui monte, qui monte, qui monte. Je suis ravi de voir des nouveaux, des jeunes, je crois qu'il est jeune, qui arrivent. Alors c'est un roman qui, en plus, a l'avantage à la fin de nous donner en plus il y a tout en fait, un annexe, des annexes qui nous parlent de règles enfin, sous prétexte d'être le carnet d'un des personnages, nous donne des règles de procédure. J'ai noté des choses parce que j'ai trouvé très intéressant. Et voilà qui nous. Voilà, comment on se défend, comment. Enfin, c'est des règles générales, mais elles sont très, très perspicaces, très, très utiles. Alors, je crois qu'il y avait un extrait que je voulais vous lire. Ça se passe pendant un effondrement grave. Le monde est ensauvagé et une famille dans une vallée essaye de s'en sortir. Quelque chose rôde, quelque chose ou quelqu'un rôde dans cette vallée, se rapproche, la tension monte, les discussions avec les voisins sont difficiles, les ressources sont rares, il faut survivre, il faut vivre, il faut s'en sortir. Et donc, ces gens préparés, mais acculés au fond de leur vallée, vont devoir encore plus se préparer pour décider si partir ou faire partie de ceux qui restent. Donc c'est une belle histoire, en plus c'est rapide à lire, c'est très réaliste, je trouve, dans le contexte qui est décrit. Alors, j'ai noté... je ne sais plus pourquoi j'avais noté cet extrait-là, mais c'est bien écrit, comme l'autre, comme les autres livres, bien sûr. Voilà, au lieu, pourquoi pas. Ça se passe entre entre deux voisins, plusieurs voisins qui se rencontrent et qui le soir se racontent des histoires autour du feu. Alors, ce soir-là, autour du feu, j'ai raconté une vieille histoire, celle de mon premier tir en école de police, bien avant que je ne quitte cette administration dévoreuse d'hommes. Le pistolet de notre chef, une gradée en fin de carrière, lui avait échappé des mains en plein tir. Il avait rebondi plusieurs fois au sol devant elle en tournoyant dans tous les sens. Tout le monde s'était mis à l'abri, c'était peu glorieux. Nous avons ri tous les trois d'un rire que nous n'avions pas connu depuis bien longtemps, et moi je me suis souvenu que survivre, ce n'est pas que prévoir et se défendre, c'est aussi préserver quelque chose d'invisible. Ouais, c'est une jolie phrase, c'est une jolie idée, et c'est aussi ça qui ressort de ce livre, c'est-à-dire que malgré les dangers, malgré ce qui rôde et qui se rapproche, il faut garder son humanité. Ceux qui restent, très bon roman de Bastior Etzner. Alors on passe aux livres d'analyse. Les livres d'analyse, j'en ai noté 4 qui sont très très bien. Oula, celui-ci j'ai pris beaucoup de notes. Alors Bernard Wicht, Guerre en Europe, gang contre milice privée. Alors cet ouvrage chez Jean-Cyril Godefroy, eh bien, suit les œuvres précédentes de Bernard Wicht, notamment Europe, Mad Max, Demain, Citoyen Soldat, et Une nouvelle guerre de 30 ans, réflexion et hypothèse sur la crise actuelle, qui a déjà 13 ans, et qui est un livre très important en complément de Survivre à l'effondrement économique. Et donc, dans ce livre, Bernard Wicht nous propose une théorie
que le monde de l'État qui se délite et qui perd de sa capacité à projeter son droit légitime ou pas légitime, mais en tout cas sa force, eh bien, va se reconstituer dans cette fameuse guerre moléculaire globale dans deux essentielles entités, soit les gangs mafieux. On le voit aujourd'hui en Belgique, on le voit en Pays-Bas, on le voit en France, on le voit... Alors en Italie, c'est une vieille tradition, mais justement, les grandes mafias, elles peuvent maîtriser et créer de l'ordre. Mais on le voit bien sûr avec les narcotrafiquants et trafiquants tout court, les conglomérats de criminels, d'organisations criminelles qu'il y a au Mexique, en Amérique latine, et en fait partout dans le monde, là où l'État n'est pas très fort. Et face à eux, parce qu'à la force répond la force, il y a les milices privées. Alors milices privées et milices, je sais qu'en France vous avez à tort un très mauvais sens du mot, pourtant la milice c'est l'idée même des citoyens qui crée un proto-État, ou en tout cas les bases sur lesquelles un État peut être créé. Ces milices sont en fait des citoyens ou des professionnels qui se groupent entre eux pour maintenir l'ordre et pour vivre et se rémunérer euh, en échange de cela. Donc, dans un certain sens, elles sont l'autre face de la même médaille du gang. Simplement, nous pouvons espérer que l'ordre que propose la milice peut être plus juste parce que fait par des guerriers que l'ordre amené par les gangs qui est fait par le despotisme. Par définition, les chefs de gang peuvent être des despotes. C'est pas toujours le cas. Ça peut être aussi des despotes. Enfin, je veux dire, ça peut être des despotes bienveillants. Mais voilà, c'est toujours compliqué. Revoyez le film La Vallée, un film des années 70 avec Omar Sharif et Michael Caine sur voilà, une vallée pendant la guerre de 30 ans où des milices privées prennent le contrôle de la vallée. Très bon film, très intéressant. Donc Guerre en Europe de Bernard Wige nous fait réfléchir à notre rôle. Voulons-nous faire partie d'un gang? Voulons-nous faire partie d'une milice privée? C'est ce qu'il propose, évidemment. Et voilà, il nous parle voilà, la période actuelle de mercenariat anarchique s'explique principalement pour 4 raisons. La libéralisation des flux financiers à partir des années 1990 et la montée concomitante d'une économie grise, la démobilisation des armées nationales de masse suite à la fin de la guerre froide, l'effondrement de nombreux États, des Balkans à l'Afrique en passant par le Moyen-Orient, un important bassin de combattants aguerris issus des conflits de basse intensité dans le monde arabo-musulman et en Amérique latine. C'est pourquoi je pense que l'on peut parler d'un véritable boom du combattant privé. Désormais, les mercenaires ne sont plus seulement les adjoints des armées régulières, ils peuvent se vendre au plus offrant, non plus seulement à un État, par exemple l'Azerbaïdjan pour sa reconquête du Haut-Karabakh, mais également à une organisation criminelle telle qu'un narco-gang ou une mafia, à de grands propriétaires terriens comme dans certains pays latino-américains, ou encore à de grandes entreprises multinationales comme c'est le cas en Afrique. En outre, grâce à leurs compétences militaires, les troupes de mercenaires peuvent aussi reprendre à leur propre compte le contrôle des organisations qui les ont engagés. Le cas le plus emblématique est sans doute celui des Zetas. Au Mexique, un chef de cartel débauche des membres des forces spéciales de l'armée mexicaine pour disposer d'une force de frappe supérieure à celle de ses concurrents. Après l'arrestation de celui-ci, les mercenaires reprendront à leur compte le trafic de drogue et sont devenus depuis lors l'un des plus dangereux narcogangs de ce pays. Voilà, donc un extrait parmi tant d'autres que j'ai noté. J'ai pris beaucoup de notes dans ce livre parce que clairement, ça va dans le sens de aussi mes réflexions. J'ai un livre en gestion qui s'appelle Survivre à l'État tyrannique. Et l'État tyrannique, il peut prendre plusieurs formes. Et une des formes, c'est les gangs ou les milices privées. Et donc, comment on se positionne par rapport à ça? C'est un début de réflexion. Je pense qu'avec Bernard Wich, il y aurait beaucoup de choses à dire et à faire. Bernard, si tu me regardes, si vous me regardez, voilà, très très bon livre. Autre livre d'analyse, on va faire celui-là d'abord. Guillaume de Rouville. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. J'ai comme un doute parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Promenade dans les abysses écologiques, la tribulation d'un écolo réaliste à la COP28 de Dubaï. C'est un livre donc l'auteur qui dirige une ONG pour protéger la biodiversité en Afrique nous parle dans ce livre
assez drôle, en fait, des contradictions du climato-régularisme qui a lieu dans les gouvernements et qui est utilisé de plus en plus pour euh, nous imposer des impôts et nous imposer aussi une tyrannie. Alors qu'en réalité, c'est bien sûr la biodiversité qu'il faut se protéger. Non, là, c'est le carbone, le climat, ce sont des gros concepts avec de plus en plus des chiffres faux. On a de plus en plus des informations qui nous viennent, et certaines sont mentionnées ici, euh, où il y a des relevés de température de base, d'endroits, qui en fait n'existent pas. Donc tout est faux. Donc alors, à partir de chiffres faux, tu peux faire toutes les analyses, comme Jean Covici qui dit ah attention, mais en fait si les chiffres sur lesquels il se base sont faux, bah, il n'y a pas d'analyse qui tienne. Moi aussi, je peux vous dire la température va augmenter de 50 degrés dans 4 ans si on me donne des chiffres complètement fous. Mais sauf que voilà. Et bref, ce livre est assez drôle. Il touche les pandémies, il touche le carbone, et il va vous permettre de voilà l'acidification des océans. Il va vous permettre de prendre de la hauteur, tout en étant un livre qui raconte en fait les pérénigrations, les tribulations de cet homme à la COP 20, à la COP 28, euh, et donc de voir par cette prise de hauteur ce qui se passe réellement et quelles sont les escroqueries en cours. Donc un livre que je vous conseille, Promenade dans les abysses écologiques, Guillaume de Rouville, aux éditions, je ne sais pas, auto-édité. Vous le trouvez, je l'ai vu sur Amazon, on le trouve facilement. Autre livre de réflexion, allez, notre ami Gilles Lartigot, que j'ai interviewé hier, nous parle de Croquette, l'Empire des croquettes. Alors, un livre qui nous explique pourquoi et comment on en est arrivé à nourrir des animaux, des chiens, des chats essentiellement, avec de l'alimentation qui n'est pas du tout adaptée pour eux, qui les rend malades et qui est en fait très mauvaise. Et il y a de l'histoire, il y a de l'analyse, mais il y a aussi les solutions. Comment, si vous avez des chiens et des chats, comment vous pouvez leur préparer, d'abord, comment sélectionner les croquettes les moins pires, mais surtout comment préparer vous-même la plupart des plats avec enfin, leur nourriture, avec le reste de vos plats, avec le reste de votre alimentation, en y ajoutant ce qui est nécessaire. Donc Gilles Lartigot et son épouse Valérie Bacon ont écrit ce livre que je vous conseille. Je m'y attendais pas, moi je m'en foutais un peu de cette histoire. Puis en fait j'ai lu le livre et je me suis dit, ah ouais quand même, c'est comme des animaux qui sont autour de nous, qui nous rendent bien service, qu'on aime bien. Beaucoup d'entre nous aiment vraiment beaucoup leurs animaux. Et donc ça vaut la peine de le lire. Donc je vous conseille Croquette de Gilles Lartigot et Valérie Bacon. Autre livre vraiment très très intéressant, alors ça c'est peut-être un des meilleurs livres, j'ai pas mal de notes aussi, un des meilleurs livres que j'ai lu ces derniers temps parce qu'il est complet, il est très très bien fait, il est pas si gros en fait, parce il écrit assez grand. Qui sont les Blancs? Généalogie d'une identité interdite de Julien Rochdy. Et ça m'a fait plaisir de le lire parce que d'une part, alors bon, moi je suis ni fier ni quoi, mais je suis blanc. Je n'ai pas de suprémacisme, rien à foutre. En revanche, je revendique qui je suis comme étant, d'abord j'ai pas le choix, et puis mes ennemis, ils veulent m'exterminer pour qui je suis. Donc j'ai beau leur dire, mais non, hein, ça sert à rien. C'est pour ça que ça sert à rien de faire plaisir aux gauchistes, ça sert à rien de faire plaisir aux racistes anti-blancs, parce que de toute façon, ils veulent votre éradication. Nous sommes les juifs de 1944 aujourd'hui. Donc, bref, euh, je ne me rendais pas compte à quel point il était important de lire ce genre de livre et de le faire lire à d'autres. Donc j'en ai commandé 4 exemplaires, un pour chacun de mes enfants, afin de... Je vais peut-être en acheter pour mes, cousines, pour mes nièces et mes neveux. Afin de simplement faire le point de qui nous sommes. Il n'y a aucune haine envers d'autres ethnies ou d'autres animaux. Nous sommes tous des animaux. Nous avons, dans ce livre, nous avons d'abord une généalogie biologique. Pourquoi il y a des blancs? D'où ça vient? Pourquoi nous sommes développés dans le nord nord de l'Europe, dans le nord de l'Asie, dans les steppes au nord du Caucase? Pourquoi nous avons ce mélange particulier avec les Néandertals?
pourquoi notre génétique est comme elle est, et de fait, comment cette génétique, elle a amené une psychologie particulière. Et cette psychologie de base, elle s'est développée avec, évidemment, il va en parler, des racines, euh, comment dire, germaniques, latines, grecques, chrétiennes, qui se sont ajoutées couche après couche. Donc, par exemple, je vais prendre le... alors, là aussi, j'ai pris quelques exemples. Euh, pa, 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 pa. Et quand bien même la description de l'identité des Blancs n'irait pas sans quelques éloges et quelques mises en lumière de qualités qui feraient fatalement rougir les autres, faudrait-il se garder d'en parler sous ce méchant prétexte? Il n'y a pas lieu ici de développer un complexe de supériorité, encore moins d'infériorité, je suppose, et j'espère sincèrement, c'est dans l'introduction ça, que tous les peuples et toutes les ethnies puissent se prévaloir de certaines belles et grandes caractéristiques propres à gonfler leur ego identitaire. Et je ne vois pas pourquoi je devrais me sentir vexé si je devais lire, sous la plume d'un Chinois, les mérites des Chinois dans leur histoire, ou sous la plume d'un Arabe, les prouesses des Arabes, etc. Au contraire, je veux croire que j'en serais fort ravi, curieux et même amusé. Oui. Et donc, oui, ça c'est simplement dans l'avant-propos, le, le- le- la mise en garde du fait que ce n'est pas un livre raciste ni suprémaciste. De toute façon, pour ceux qui connaissent, enfin qui voient sur Internet Julien Rochdy, on voit très très bien que ce n'est pas son cas. C'est un livre aussi bien recherché avec beaucoup visiblement, c'est quelqu'un qui a fait son travail de lecture. Je vois que la plupart de ses livres, je les connais, je les ai lus. Et c'est très très bien. Il avait écrit aussi un livre excellent sur Nietzsche que je conseille. Et finalement, quand on se connaît, alors voilà, il nous parle aussi du problème du nihilisme que nous avons chez nous, comment l'industrie et pourquoi seulement chez les Blancs, donc les Occidentaux, le monde industriel s'est développé. Il y a des raisons particulières à cela, et pourquoi le futur nous appartient, parce que sinon ça va être très très mal. Comment l'individualisme typique des Blancs s'est développé, notamment avec la Renaissance, mais aussi, voilà, pourquoi nous sommes forts. Pourquoi nous avons voilà, une moralité chrétienne qui nous donne à la fois du bon et du mauvais. Ça, c'est... En fait, chacun de ces éléments donne du bon et du mauvais, mais c'est comme ça. Voilà, le pragmatisme que l'on a qui nous vient de la Rome et plus tard de l'Angleterre, la rationalité, le logos grec qui est en nous. Et puis, il y a aussi voilà, l'énergie de base des Indo-Européens euh, qui fait que nous sommes... Et d'ailleurs, voilà, génétiquement, les Blancs sont parmi les peuples les plus costauds, physiques. On dit toujours les grands Africains, mais il y en a, mais t'as vu les Européens et, euh, et mentalement très forts, etc. Et donc, dans cette période où on nous attaque et on veut nous faire du mal, voire nous exterminer, nous effacer, voire même faire oublier notre histoire, il est plus que jamais important. Et pour une fois qu'il y a un livre en français qui est très bien écrit et tout à fait juste, qui en plus sans haine, c'est vraiment bien. Donc je vous conseille ce livre, Qui sont les Blancs de Julien Rochdy. Vous pouvez le commander sur son site, je crois que c'est julienrochdy.com, mais vous pouvez le trouver en librairie aussi. Très très bon livre. Alors, passons aux livres plus tactiques, plus euh, euh, voilà, plus manuels. Et après, on a encore des belles surprises. Alors, premier livre, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais si c'est le cas, désolé, mais voilà, Survie, mode d'emploi de Denis Tribaudot. Voilà, quelqu'un qui fait pas de polémique, qui fait son boulot, qui fait des livres très très bien illustrés, qui nous parle de... Voilà, qui fait un excellent résumé de toute la partie tactique. Je crois que je vous avais parlé du guide de survie en ville, mais qui était très très bien aussi. Mais voilà, comment... alors c'est très évidemment bushcraft, mais il ajoute énormément de technologie, parce que le monde évolue, et donc c'est important de pouvoir... parce qu'au-delà de faire sa boussole improvisée, de créer sa tente avec une bâche, et tout ça extrêmement bien illustré. Voilà, c'est un livre de survie.
Il y a toujours un rappel sur les plantes sauvages. Donc c'est un livre sympa euh, pour, pour apprendre. Et du fait des photos, c'est un livre qui va bien. Donc c'est une excellente mise à jour par rapport aux vieux livres de survie des années 80. C'est un livre à avoir et à lire, à faire lire à ses gosses, à faire lire aux enfants. Et donc, excellent livre de Denis Tribaudot qui fait un très très bon travail depuis des années. Survie, mode d'emploi, un livre important à avoir. Plus tactique, on va dire, deux livres qui sont sortis aux éditions warriorspiritacademy.com par Stéphane Chaton et Jean-Paul Geoffray, et aussi David Calaman. Salut David. Deux livres, manuel de combat et de tactique opérationnelle, tome 1 à l'arme de poing, technique de frappe avec arme à feu. C'est voilà, vous vous souvenez, Protégor. Eh bien, ça continue, on va plus loin, on apprend avec des schémas. Alors, c'est un livre absolument indispensable pour les forces de l'ordre, mais pour toute personne qui est dans la sécurité ou même qui voudrait apprendre voilà, comment utiliser une arme à feu. Euh, et puis, euh, et puis tout ça. Non, mais je rigole parce qu'il y a une dédicace. Et, euh, David, je n'ai toujours pas trouvé la rue Brasillac à Nice. On cherchait une adresse et puis dans ma tête, c'était la rue Brasillac. On a rigolé. Ça ne peut pas être la rue de Brasillac en France. C'est pas possible. Donc voilà, il y a des schémas très très bons. Il reprend des nouveaux systèmes, enfin des systèmes classiques, il les met à jour. Et puis il y a technique de défense contre une attaque au couteau. Alors, à ce qui paraît, il y a des attaques au couteau en ce moment en Europe, un peu partout, voire à la machette. Et donc, il est important d'apprendre des techniques. Alors, ça ne remplacera jamais l'entraînement. Mais si vous êtes même prof d'arts martiaux, de self-défense, etc., c'est un livre à lire. Voilà, on reprend les concepts de base, hein, les codes de couleur euh, de, de- 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 de tout ça, de Grossman et d'autres. Et voilà, on va travailler sur comment on fait, comment... Alors, ça reste un livre. Ensuite, il faudra aller avec un prof ou des amis et puis s'entraîner, voire essayer même deux ou trois en condition dans la rue, pas sur un tatami, avec des godasses et voir un peu comment ça marche. Et chers amis des forces de l'ordre, voire des militaires en opération, euh, justement pas Serval, en opération code rouge, code machin dans les villes, là où vous êtes en binôme ou en trinôme dans les gares et tout, faut lire. Faut lire comment on va faire face aux fondamentaux. Donc, excellent livre à suivre. Vous trouvez ça. Alors, c'est éditions Cefid, voilà, Centre européen de formation interdisciplinaire. Vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver partout. Un livre aussi à lire. Ensuite, le tome 2 de ce qui peut être probablement une trilogie du guerrier éternel, l'entraînement du guerrier éternel par Emmanuel Ackermann, qui fait des formations, entre autres, que vous trouvez sur Piro.com, qui, dans ce deuxième tome, va, après nous avoir expliqué l'importance du guerrier dans le- dans l'histoire, eh bien, va continuer cette, euh, euh, cette réflexion en nous comparant le guerrier éternel à la faiblesse de l'homme moderne et en nous expliquant comment la force eh bien, nous donne, et j'en parle aussi dans Survivre à la peur dans le tome 2, à travers l'histoire et à travers les cultures, comment la force, elle est valorisée parce qu'elle permet de protéger, parce qu'elle permet de se protéger, de protéger les autres. Et donc, comment on va forger cette force, comment on va forger dans notre corps notre forge, eh bien, il va travailler sur les techniques qui datent depuis très longtemps et qui restent fondamentales en Grèce, à Rome, en Inde, au Moyen Âge, et comment développer la puissance, la force par des exercices dont il donne quelques bases et quelques points de départ. Donc c'est un livre qui, évidemment, complète et continue le travail qu'il avait déjà établi sur le guerrier éternel, donc l'entraînement du guerrier éternel. Je suppose que puisque là on parle du corps,
le tome 3 va parler du mental. Et c'est tout à fait logique. Des livres absolument indispensables. J'en ai pris chacun pour mes enfants. Parce qu'il n'y a pas que des guerriers, il y a aussi des guerrières. Et en tout cas, c'est un livre fondamental que vous trouvez aux éditions, peu importe les éditions, vous le trouvez sur Amazon, vous le trouvez partout. Excellent livre. Alors, on va passer sur des livres d'un autre style. Alors, peut-être, rapidement, Philippe de Villepillière, qui avait écrit un livre qui, au titre génial et très juste, L'homme tue et la femme rend fou, récidive sur la critique, très juste et très constructive, du féminisme et du monde féminisé, par la critique, le gouffre de la féminolatrie. Et il le fait en... Alors le sous-titre, c'est Intelligence thérapeutique du temps présent et psychanalyse révolutionnaire de Stanley Kubrick, aux éditions Culture et Racines. C'est un livre, c'est assez long à lire. J'ai mis longtemps à le lire, chapitre par chapitre. Et j'ai pas toutes les références parce qu'en fait, il a pris l'angle. Alors, autant le début est très simple à lire, la suite demande quand même soit de voir ou d'avoir vu l'œuvre de Stanley Kubrick. Alors, ce sont des films assez connus, hein, donc c'est pas des films obscurs. C'est pas le cinéma français d'avant-garde, c'est Stanley Kubrick. Et donc, il utilise de manière très intelligente les films de Kubrick, notamment Eyes Wide Shut, pour nous parler, mais pas que, hein, pour nous parler de comment la féminolatrie détruit la société, détruit le monde. Et on ne peut que lui donner raison, donc c'est un livre assez dense, hein, c'est un livre assez intellectuel, mais si vous voulez comprendre pourquoi le monde s'est féminisé et qui meurt, c'est un livre qui donne des réponses et qui donne des pistes de réflexion et qui nous rappelle d'ailleurs l'intérêt du cinéma et de l'art pour comprendre et passer des messages, pour comprendre le monde et passer des messages. Alors on va parler d'un autre livre, d'un autre artiste, c'est l'autobiographie de Varg Vikernes. Varg Vikernes est un personnage vraiment intéressant, hélas trop rare, mais c'est comme ça. Et il a écrit sa biographie, alors elle est en anglais, je ne sais pas s'il y a une version française, c'est possible, où il raconte sa péripétie dans sa jeunesse. D'abord, il raconte comment il a vécu, il était au Koweït, Irak, je crois aussi, comment il a, début des années 90, créé le groupe Burzum, le death metal inécoutable, à mon avis, norvégien de ces années-là. Comment il raconte aussi son histoire dans son clash meurtrier avec un de ses concurrents, une histoire assez sombre, et comment il a vécu ses 20... il n'a pas fait 20 ans, mais comment il a vécu sa prison. Et donc, oui, il était en Irak aussi. Et donc, ce qu'il a appris, comment il a vécu sa longue période en prison, et comment il en est sorti, et comment depuis il vit en survivaliste, en France, avec son épouse et ses nombreux enfants. Je crois qu'il en a 6, peut-être 7 enfants au total. Et je l'avais rencontré 2 fois. Et puis je crois que quelqu'un lui a dit que Pierrot est juif. Alors voilà, c'est pas possible. Je ne suis pas juif, mais je comprends pas que ça puisse être une insulte. Enfin bon. Bref, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le background, mais en tout cas, je vous conseille sa musique récente. Elle est extraordinaire. J'ai écrit de nombreux passages de mes livres en écoutant le travail que fait Varg. Bref, c'est un livre, c'est une autobiographie extrêmement différente de beaucoup d'autres. Donc voilà, la biographie d'un artiste, d'un guerrier, d'un prisonnier, d'un repenti, enfin je ne sais pas. C'est vraiment intéressant, d'un homme en tout cas, ça c'est sûr. Autre livre que je vous conseille, alors plutôt historique, un livre de Pierre Malinowski, À la recherche du tombeau perdu sur les traces de Napoléon et du général Gudin en Russie. Pierre Malinowski est un ancien de l'armée française, passionné d'histoire,
et qui euh, a décidé de, voilà, qui s'est passionné par des fouilles archéologiques pour retrouver les dépouilles de soldats engagés dans les conflits. Il s'était fait connaître en retrouvant une grande partie des dépouilles des soldats russes qui sont morts en France en 1916 et 1917, la fameuse Légion russe sur le front donc, français, occidental. Donc voilà. Et il avait, donc c'est quelqu'un qui a rencontré Vladimir Poutine, qui est bien introduit au niveau du ministère russe voilà, pour l'histoire, pour recherche, parce que c'est important de retrouver ces soldats morts pour la patrie, on va dire. Et c'est la moindre des choses. Alors c'est très illustré, hein, etc. Et il raconte comment il a retrouvé le général Gudin, qui est général de l'armée napoléonienne, mort en Russie en 1812, et 207 ans plus tard, comment il a retrouvé ses restes voilà une partie de ses lettres, etc. Et donc, voilà, il donne le contexte historique. Donc, il est illustré, c'est un un très beau texte et très bien expliqué. Donc, si vous êtes intéressé d'histoire napoléonienne ou d'histoire tout court et d'archéologie, comment fonctionne le fait de retrouver en Russie les restes d'un général français? Un livre passionnant aux éditions Cherche Midi. Je vous le conseille, c'est vraiment un très très bon livre. Et puis, pour terminer, passons à la gauche. Mais la gauche intelligente, en tout cas, l'Empire n'a jamais pris fin, tome 2. Je crois que j'avais parlé du tome 1. Pacôme Thielman a une rubrique sur, je crois que c'est le média Blast sur Internet, et que j'écoute avec passion tous les mois parce que il, avec en plus une esthétique tout à fait plaisante, il nous explique que l'empire au sens la domination des puissances sur les peuples, en fait, ne s'est jamais arrêté et il prend comme fil rouge l'empire romain, César, et dont le dernier avatar un peu faible à mon avis, mais enfin un avatar tout de même, il le dit lui aussi, après des avatars horribles comme Henri IV ou Louis XIV, eh bien, se personnifie dans Emmanuel Macron, en tout cas en France, l'Empire étant bien plus grand que ça. Et donc, allez voir cette série sur Blast, il y a eu plusieurs saisons déjà, elle est remarquable. Eh bien, Paco Tilman a sorti déjà donc un premier livre qui nous explique Et puis, vous savez, les mots volent, Internet peut être censuré et éliminé, mais les livres restent. Euh, ils peuvent brûler, hein, mais en attendant, ils restent. Et donc, c'est un. Et puis, vous pouvez toujours dire, monsieur le juge, c'est pas moi qui ai exterminé la vallée voisine. Je peux pas, j'ai un livre de gauchiste. Il n'est pas gauchiste, c'est un type qui n'est pas gauchiste. C'est un type intelligent, qui est carré. Voilà, comme ils disent, je ne suis pas historien, je suis exégète. Et je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise les mots. Donc, il a le sens de l'humour. Donc, j'espère que s'il voit cette vidéo, il ne sera pas outré et se sentir insulté quand je dis gauchiste, parce qu'en fait, il n'est pas gauchiste du tout. Et bref, il écrit de manière, voilà, typiquement, c'est ma génération, c'est de la génération X, il écrit comme on parlait, nous, dans les années 80, et comme on continue à parler. Et, et il nous parle voilà, voilà, on est sorti de l'Empire romain pour arriver à la Renaissance, Louis XIV, jusqu'à la Révolution française. Et donc, je pense qu'il y aura peut-être un troisième tome, ça mériterait un troisième tome. Mais en tout cas, ça résume bien et ça donne les, le fond d'une lecture peut-être marxiste de l'histoire qui vaut la peine d'être lu. Je vous conseille chaudement ce tome 2 à la suite du tome 1. L'Empire n'a jamais pris fin de Paco Thielman. Voilà, j'ai réussi à faire moins d'une heure. Je me disais, avec tous ces livres, ça va durer 1 heure et demie. J'ai été d'être succinct. Je vous conseille la lecture de ces livres et bien d'autres. Lisez, 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 parce que la lecture façonne votre cerveau à avoir la capacité à la concentration, avoir la capacité à la critique. Moi, il y a plein de livres que je lis, je vois des phrases, puis d'un coup je dis, mais pas du tout. Pas trop dans ceux-là, mais dans d'autres, parce que je ne vous présente pas ceux qui sont des merdes. Je vous présente que ceux qui sont vraiment bien. Et, et puis d'autres qui sont très bien, mais qui n'ont absolument rien à... Voilà, j'ai lu un livre de Stephen King
comment il s'appelle, la suite de Shining. Il est très très bien, mais bon, je ne vois pas pourquoi je vous le présenterai. Et puis il n'a pas besoin de moi pour faire connaître ses livres. Bref, la lecture est importante, elle façonne l'esprit, elle façonne le cerveau, de la même manière que les écrans nous façonnent le cerveau. Donc, pour ne pas décliner et devenir faible dans votre esprit, lisez, lisez, lisez. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Préparez-vous. Ciao.